Pour en finir avec le fonctionnement de ces capteurs, voici la partie 2 dans laquelle on va réellement plonger dans le fonctionnement en détail d'un capteur. Je vais donc commencer cette vidéo par rectifier l'erreur qui était présente sur tous les schémas de la vidéo précédente. En réalité, les photosites sont des triangles qui ne peuvent capter que la lumière verte et on parle de dématrissage Illuminati. Oula, pardon, j'ai craqué. En réalité, il y a un espace entre chaque photosite. Parfois, il ne couvre même que la moitié du capteur. Pour pallier à ce problème, des microlentilles permettent de faire converger les photons en direction des cavités, c'est-à-dire de les faire converger en direction des photosites, et ce grâce à un phénomène de diffraction optique. On parle alors de matrice de microlentilles. Donc pour faire simple, ces matrices auraient le rôle d'entonnoir. Et suivant si le boîtier utilise un capteur CDD ou CMOS, les lentilles seront placées différemment. La différence entre ces deux types de capteurs vient de l'extraction des données des sites photosensibles, jusqu'à la conversion au signal binaire. Je vais vous expliquer clairement la différence entre les deux, mais avant il faut comprendre comment est captée la lumière, et en détail. Le fonctionnement des sites photosensibles du capteur est le même que le fonctionnement des cellules photovoltaïques. Un photosite est donc un matériau semi-conducteur qui a pour propriété d'absorber facilement la lumière et de générer une tension électrique. Le champ électrique est obtenu grâce à deux couches de silicium dopé, c'est-à-dire deux couches auxquelles on a ajouté des éléments perturbateurs améliorant la conductivité. La couche N, située près de la surface du capteur, est dopée en atomes de phosphore, un atome qui possède plus d'électrons sur sa structure électronique que le silicium. Cette couche est donc chargée négativement. Pour l'instant. La couche P, située sous la couche N, est dopée en atome de bore qui est déficitaire en électrons. Le bore introduit des trous mobiles de charge positive sur la couche P, ce qui en fait une couche chargée positivement. Pour l'instant. À proximité de la jonction entre les deux couches, électrons supplémentaires et trous se couplent et s'annulent, car une migration des électrons de la couche N en direction des trous de la couche P s'opère. On obtient donc une zone chargée positivement sur la couche N et une zone chargée négativement sur la couche P. En résulte la création d'un champ électrique du plus vers le moins au sein même du semi-conducteur. Les électrons se dirigent donc automatiquement vers la couche N car ils sont chargés négativement et que cette jonction crée une zone chargée positivement. Comme expliqué dans l'épisode sur la sensibilité, lorsque les photons rentrent en contact avec des électrons du photosite, ces derniers sont éjectés de leurs atomes. Ils se dirigent donc vers la zone positive située sur la bande N. Et pour combler ce trou d'électrons, les électrons de la couche P situés dans la zone neutre se déplacent en direction de la jonction. Donc quand le photosite est exposé, il y a un excès d'électrons en N et un manque d'électrons en P. Et c'est là qu'intervient la différence entre les capteurs CDD et CMOS. Parce qu'une fois que les électrons sont stockés d'un côté et de l'autre de la jonction, les photosites ou le capteur doivent s'en servir pour créer un signal numérique. Un capteur CDD, ou Charge Coupled Device, est un dispositif de transfert de charge. Pendant longtemps, il a été le système le plus utilisé, mais la tendance actuelle s'inverse. En maintenant une tension électrique dans chaque photosite du capteur, on peut stocker les électrons de manière à les compter seulement plus tard, une fois l'exposition du capteur terminée. Pour transférer les électrons stockés sur la couche supérieure de la cellule photosensible, le capteur CDD crée un puits de potentiel, c'est-à-dire une zone négative au niveau de la sortie du capteur, de manière à déplacer les paquets d'électrons issus de chaque photosite un par un. Ils sont alors convertis en tension par un condensateur, puis en signal numérique à l'aide d'un convertisseur analogue vers numérique, et ce, directement à la sortie du capteur. Le problème, parce qu'il en faut bien un, c'est que les photosites sont comme des puits. S'il y a trop d'électrons dans un photosite, ils débordent sur les photosites voisins. On parle d'effet de blooming ou flare dans certains cas. L'utilisation de microlentilles permet d'éviter cet effet de débordement, ou tout du moins de le minimiser. Ces microlentilles servent aussi à cacher le système qui permet de transférer les électrons, de manière à éviter la présence trop importante de bruit numérique. Pour faire simple, en avantage, on a les capteurs CDD ne possèdent qu'un circuit de comptage des électrons et un seul convertisseur. Donc tous les pixels sont traités de la même manière, ce qui entraîne moins d'erreurs et en l'occurrence, moins de bruit numérique. Mais sur ce, j'aimerais vous poser une question. Et en inconvénient, il y a notamment le fait que la vitesse du transfert des paquets de charge est limitée et très demandeuse en énergie parce qu'on doit constamment jouer avec les tensions. Non. Asseyez-vous plus loin. Oui, magnifique, vous êtes magnifique, mademoiselle. Un capteur CMOS ou en anglais Complementary Metal Oxide Semiconductor. Oh mais garde, ça donne quoi en vrai anglais? Complementary Metal Oxide Semiconductor. Donc un capteur CMOS, c'est un semi-conducteur à oxyde de métal complémentaire. Ça signifie que pour rééquilibrer les photosites, il suffit de relier la couche N à la couche P. De cette manière, les électrons peuvent rejoindre les trous et ainsi rééquilibrer le semi-conducteur. Un système électrique intercepte donc la tension pour la convertir en signal analogique directement au niveau de chaque photosite. Comme pour les capteurs CDD, le circuit de conversion analogique vers numérique est situé à la sortie du capteur. Le comptage des électrons est donc beaucoup plus rapide car il n'y a pas besoin de déplacer les charges d'électrons. Tout se fait au niveau du site photosensible.
Mais tout ce circuit électrique prend tout de même de la place sur le capteur. Les micro-lentilles placées au-dessus de chaque filtre permettent donc de faire converger le rayon lumineux vers la surface photosensible. Mais on ne peut malheureusement pas les placer au-dessus du circuit électrique lors de la fabrication. Et bien qu'elles soient minimes, il y a quand même des pertes d'informations. C'est facile pour les avantages, on a le fait que les capteurs CMOS sont très rapides et peu demandeurs en énergie. Ils ont également une large plage dynamique car ils ne sont pas affectés par le problème de blooming. En effet, chaque photosite étant géré indépendamment, ils ne peuvent dépasser leur valeur maximum. Mais cela me laisse avec une question qui me taraude, jusqu'où peut-on aller pour réussir sur YouTube? Mais par contre, pour les inconvénients, le problème vient de sa principale qualité, l'amplificateur de sensibilité situé au niveau de chaque pixel sur les capteurs CMOS, alors qu'il n'y en a qu'un seul sur les capteurs CDD. Ce qui entraîne donc forcément l'augmentation de la quantité de bruit numérique, à moins de rester sur isonatif, mais tout de même, il y en aura quand même plus que sur les capteurs CDD. Et pour répondre à la question qui a été posée, très loin. Oui c'est ça, faites tourner votre robe comme dans Titanic. Bah attendez, bien sûr que j'ai des bonnes références, je suis réalisateur, ou quoi. Pour résumer, les capteurs CMOS sont beaucoup plus répandus de nos jours, non seulement parce qu'ils sont en général moins chers, mais surtout parce que depuis quelques années, ils ont eu droit à des améliorations importantes. Notamment au niveau de la taille du capteur, de leur définition, du nombre d'images par seconde qu'ils sont capables de réaliser, etc. Donc malgré les capacités accrues des capteurs CDD en basse luminosité, les lacunes des capteurs CMOS sont peu à peu comblées et en font un matériel beaucoup plus attrayant. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me soutenir, ou alors s'il y a des choses pas claires, je les réexpliquerai avec plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâcher un petit like et pourquoi pas partager cette vidéo. C'était Gast, ciao. Parce que là c'est un fond vert, mais moi je suis quand même habillé en robe.